le seul élément qui a été retrouvé sur le plan statistiquement significatif et qui explique pourquoi la région de l'Ouest est plus développée que la région du Sud, cet élément, c'est la préservation de la culture. Vous allez me poser la question, comment est-ce que la préservation de la culture peut transformer une région sur le plan économique et pousser cette région à être plus développée économiquement qu'une autre région? Et là, je vais donc vous expliquer en vous prenant un exemple. La préservation de la culture permet de maintenir, ou plutôt d'installer, un principe de société sous forme d'une pyramide. Ici, je vais représenter ça avec un triangle, tout simplement pour que ce soit tout facile à comprendre. Alors, au sommet, nous avons un chef. Parce que dans la culture, notamment des peuples de l'Ouest, le chef est plus respecté que le président de la République. Il y a des régions de l'Ouest Cameroun où le chef, en tout cas il y a des régions où on ne connaît même pas le président, parce que la seule personne qui a autorité, c'est le chef du village. Parce que dans le système pyramidal de l'organisation sociétale de ces régions, sur le plan culturel, le chef traditionnel est au sommet de la pyramide. Et dans les principes culturels, on s'est rendu compte qu'il était important que le chef soit respecté. Parce que si le chef n'est pas respecté, personne ne va vouloir appliquer ce que le chef demande de faire. Il y a donc deux principes qu'ils ont donc utilisés pour pousser la population, ou plutôt les ressortissants de ces régions, à respecter le chef. La première chose, c'est l'argent. Vous allez certainement vous demander comment est-ce que je peux dire l'argent? L'argent, c'est le seul langage qu'on comprend dans notre société. Nous sommes dans une société qui est devenue purement capitaliste et dans laquelle il n'y a que l'argent que les gens comprennent. Quand vous n'avez pas d'argent, vous ne pouvez pas être respecté. On ne respecte que ceux qui ont l'argent. J'aime toujours prendre l'exemple avec les Asiatiques, notamment les Chinois, qu'avant on appelait les jaunes. Aujourd'hui, l'expression les jaunes a totalement disparu parce que désormais, les Chinois ont de l'argent et ils ont de l'influence. Laissons même les Chinois, allons dans votre famille. Observez dans votre famille ceux qui ont de l'argent et ceux qui n'en ont pas. On ne respecte que ceux qui ont de l'argent. Même lorsque dans une famille, c'est le plus petit, c'est-à-dire le cadet qui a plus d'argent, lorsqu'il y a un deuil par exemple, on attend que le cadet arrive. Même s'il est à l'étranger, on va attendre 2 mois, on va laisser le corps à la mort. Parce qu'il va falloir que ce cadet-là vienne dire comment ça va se passer. Parce qu'il a de l'argent. On ne respecte que ceux qui ont de l'argent. Et étant donné qu'ils avaient donc compris ce principe sur le plan culturel, ils ont donc décidé de mettre sur pied un principe qui va permettre à ce que le chef traditionnel puisse avoir de l'argent. Et je vais prendre un exemple avec un village. Je ne vais citer aucun village pour ne pas stigmatiser. Il y a un village récemment où on a intronisé un chef à l'ouest du Cameroun. Et dès qu'on a fini d'introniser le chef, les élites du village ont mis à la disposition du chef 2 véhicules Prado, totalement neufs. Ces différents véhicules, d'une valeur de 80 millions chacun des véhicules. Pourquoi? Et ça, c'est quelque chose parmi tant d'autres choses qu'on met à la disposition du chef, parce qu'il faudrait que les populations comprennent que sur le plan économique, le chef n'a pas de problème sur le plan économique, donc c'est un facteur par lequel on respecte le chef. Deuxième élément qui a été mis en exergue pour qu'on respecte le chef, c'est ce que je vais appeler les principes magiques. Les principes magiques, je préfère appeler ça comme ça. Pourquoi? Parce que lorsqu'on intronise un chef à l'ouest du Cameroun, il va aller pendant un certain temps dans certaines régions ou dans certains villages, ça s'appelle le Larkam. Ça veut dire qu'il sera intronisé par certains notables et certains anciens. Et on fait comprendre à la population que pendant cette phase d'intronisation-là, en fait, on est en train de lui donner les pouvoirs sacrés. On est en train de transformer et de lui donner toute l'onction du village afin qu'il puisse avoir un impact sur tous les ressortissants du village, même à distance. Et quand le chef sort donc de là, toute la population comprend que désormais, le chef a des pouvoirs magiques. Si le chef te demande de faire quelque chose et tu ne le fais pas, il a la possibilité d'avoir un impact sur ta vie, même à distance.
Et c'est dans ces principes-là souvent qu'on fait comprendre que le chef peut te lancer la foudre. Il y a des notables qui viennent juste après le chef, qui ont la possibilité de faire pousser des plantains en une seule journée. Les plantains commencent à mûrir, on commence à manger. Et la population comprend que, attention, le chef et les notables, désormais, ont un certain pouvoir sur nous. Si on ne respecte pas ce qu'ils nous demandent de faire, on peut subir une malédiction. Voilà donc les deux principes culturels qui ont été mis en exergue et qui permettent de faire en sorte que toute la population puisse respecter le chef. Bien évidemment, il y a beaucoup d'autres principes, mais j'ai voulu retenir les deux principaux. Mais dans la région du Sud, dans laquelle j'ai fréquenté, parce que j'ai été à l'internat au lycée classique et moderne de Bolova pendant 4 ans, au sud du Cameroun, le chef n'est respecté par personne. Le chef n'a pas la possibilité de dire quelque chose à un ressortissant du village jusqu'à y respecter. Parce que non seulement le chef n'a pas suffisamment d'argent, et en plus, personne ne reconnaît en le chef des pouvoirs magiques, s'il faut le dire de façon beaucoup plus simple. Alors, ces deux principes donc poussent le chef dans les régions de l'ouest du Cameroun à pouvoir mettre sur pied un principe communautaire qui est extrêmement puissant. Je vais vous donner un exemple avec une région ou plutôt un village. Bien évidemment, je ne vais pas citer de village pour ne pas stigmatiser, parce que ce qui est plus important, c'est le principe de fonctionnement du communautarisme économique qu'il est important d'appliquer. Alors, dans ce village, ils se sont rendus compte que les ressortissants du village se retrouvent là. Et ils ont très vite compris que pour que le village puisse se développer économiquement à travers un principe communautaire, il faudrait que la population soit beaucoup plus grande. Parce que plus on est grand et plus les échanges sont importants et volumineux et plus on peut gagner de l'argent. Donc, un autre principe, c'est lequel? C'est qu'il faudrait que le chef puisse servir d'exemple. Et le chef doit servir d'exemple pour pouvoir inciter la population à pouvoir s'agrandir rapidement. Et pour ça, le chef doit avoir plusieurs femmes. C'est la raison pour laquelle dans les régions de l'Ouest, tous les chefs ont plusieurs femmes. Il y a des chefs qui ont 10, 20, 30 femmes, parfois beaucoup plus, et beaucoup d'enfants. Et qu'est-ce que ça entraîne donc dans la population? Ça se transforme comme étant un reflet de l'attitude qu'il faudrait adopter. C'est la raison pour laquelle c'est l'une des régions du Cameroun où les femmes font le plus d'enfants. Moi, par exemple, je viens d'une famille où nous sommes 8. Moi, je connais des personnes qui sont 11, 12, 13, et là, je parle d'une seule femme. Ça veut dire que quand nous sommes dans les foyers polygamiques, moi, j'ai des oncles, j'ai des cousins qui sont dans des familles où il y a 22, 30, 40 enfants. Bien évidemment, lorsqu'il y a 40 enfants dans une famille, les échanges économiques sont plus importants qu'une famille où il n'y a que 2 enfants ou 3. Ça, c'est la deuxième chose. L'autre chose sur le plan communautaire, c'est le fait que la région de l'Ouest, c'est une région qui est très petite en superficie. Et ils ont donc très vite compris ça, que tous les ressortissants du village ne vont pas rester au village. Ils seront amenés à se déplacer pour aller dans d'autres régions du Cameroun et même d'autres pays. Et pour donc permettre que le principe communautaire continue de s'effectuer, même lorsqu'ils se déplacent, ils ont donc décidé de créer ce qu'on appelle dans le jargon courant les tontines, ou encore les ndjangui, ou tout simplement des réunions. Alors comment est-ce que ça fonctionne? Ça veut dire que dans le village, il y a des tontines. Les tontines sont représentées à travers des réunions qui sont segmentées en fonction des catégories de la population. Ça veut dire qu'il y a des réunions des élites, il y a des réunions des femmes, il y a des réunions des étudiants, il y a des réunions des élèves, ainsi de suite. Et comme ils étaient conscients du fait que, étant donné que la région est petite et qu'ils sont amenés à se déplacer, ils ont donc décidé de mettre sur pied des représentants du chef dans toutes les autres régions du Cameroun et même à l'étranger. Et qu'est-ce qui se passe donc? Ce qui se passe, c'est quoi? C'est que dans la ville de Yaoundé, par exemple, tous les ressortissants de ce village qui seront dans la ville de Yaoundé vont créer des tontines. Dans la ville de Douala, ce sera exactement la même chose. Des tontines. À Paris,
ce sera exactement la même chose. À Berlin, ce sera exactement la même chose. À Ebolova, ce sera exactement la même chose. Ainsi de suite. Et comme je l'ai expliqué, les tontines sont segmentées en fonction des catégories de la population, des ressortissants du village. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à Yaoundé, dans ce village, il y a des tontines avec les élites du village de Yaoundé, les femmes de Yaoundé, les étudiants de Yaoundé, ainsi de suite. C'est la même chose à Douala, c'est la même chose à Paris, c'est la même chose à Berlin, c'est la même chose à Ebolova et dans tous les endroits où ils se retrouvent. Ça, c'est le deuxième principe. Dans toutes ces tontines, il y a un représentant du chef qui se rassure que les principes culturels sont respectés à travers les différentes tontines. La troisième chose qui se passe, c'est que durant les tontines, on cotise de l'argent. Ça veut dire quand vous arrivez à la tontine, il y a des cotisations qu'on fait et il y a des jours où chacun, en fonction de la période, bouffe de la cotisation de toute la communauté. Mais ils sont allés plus loin parce qu'ils se sont rendus compte que ce n'est pas pertinent que chacun vienne à la réunion avec l'argent dans sa poche pour cotiser, pour qu'on donne à une personne. Non, ça c'est pas pertinent. Ils ont donc décidé de faire quelque chose de purement formidable. Ça veut dire qu'ils ont créé une banque. Ils ont créé une banque. La banque a un statut juridique de microfinance de deuxième catégorie. La banque est représentée dans plusieurs villes du Cameroun et même à l'étranger. Et comment est-ce que ça se fait? Lorsqu'un ressortissant du village qui se retrouve à Yaoundé et qui est affilié à une tontine, par exemple des élites de Yaoundé, la tontine des élites de Yaoundé a un compte dans cette banque. Cette banque qui est chapeautée par le chef du village. Ça veut dire que tous les ressortissants du village qui se retrouvent à Yaoundé et qui font des tontines, pour venir à la tontine au plus tard, un jour avant le jour de la tontine, qui peut être un vendredi, un samedi ou un dimanche, ils doivent venir à la banque, payer leurs cotisations dans le compte bancaire de la tontine dans laquelle ils sont affiliés. À la banque, bien évidemment, il y a des frais lorsqu'ils payent. On leur délivre dans un reçu. Donc, ils viennent à la tontine avec le reçu. C'est la même chose à Douala, c'est la même chose à Paris, c'est la même chose à Berlin, c'est la même chose à Ebolova et partout où ils se retrouvent. Qu'est-ce que ça entraîne? Ça entraîne le fait que tout l'argent des ressortissants du village, qu'importe l'endroit du monde où ils se trouvent, tourne dans la même banque. Et je vais vous donner un chiffre confidentiel. Le chiffre d'affaires de cette banque par mois est évalué à 5 milliards de francs CFA. C'est la raison pour laquelle vous allez parfois voir certaines microfinances. Vous ne voyez jamais quelqu'un entrer dans la microfinance. Moi, vous dites que son chiffre d'affaires, c'est 15 milliards, c'est 18 milliards. Pourquoi? C'est parce que c'est le communautarisme économique. Ça veut dire qu'on a mis sur pied un système qui fait en sorte que toute la communauté fait tourner son argent dans cette microfinance. Et ce n'est pas tout. Parce que lorsque vous arrivez maintenant à la tontine le vendredi ou le samedi ou le dimanche, chacun présente son reçu de versement à la banque. Et avec ce reçu de versement, le responsable de la tontine qui est associé avec le représentant du chef et un représentant de la banque vérifie les reçus. Et dès qu'on décide par exemple que c'est elle qui doit bouffer, on lui fait donc un chèque. On lui donne le chèque et lorsqu'il prend le chèque, il va à la banque toucher son argent à la banque avec le chèque qui a été délivré à la réunion. Et là encore, ça ne s'arrête pas. Parce qu'ils ont compris que lorsqu'on donne l'argent à quelqu'un, il ne faut pas que l'argent entre dans les mains d'une autre personne. Sinon, la communauté va perdre cet argent. Et qu'est-ce qu'on décide donc de faire? Dans toutes les tontines, on fait des bases de données extrêmement importantes. On fait des bases de données. Ça veut dire que dans cette tontine de Yaoundé, on va faire une base de données qui présente le nom de chacun qui est dans la tontine et les activités de chacun. Ça veut dire que s'il y a un dans la tontine qui a par exemple une quincaillerie, on va noter qu'il a une quincaillerie, on va noter les différents endroits où sa quincaillerie se trouve ou les différentes villes où ça se trouve. Si un membre de la réunion a une école, on va noter qu'il a une école, la capacité de son école, le type de formation que délivre son école, ainsi de suite. S'il y a un photographe, on va noter dans la base de données qu'il y a un photographe. C'est la même chose à Yaoundé, à Douala, à Paris, à Berlin, à Ebolova, ainsi de suite. Ce qui fait que celui qui a touché son argent en bouffant à la tontine, qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'il va vouloir envoyer ses enfants à l'école, il va regarder la base de données des écoles détenues par les ressortissants du village et c'est dans cette école qu'il va envoyer son enfant.
Quand il va vouloir organiser un événement, il va contacter un photographe qui est dans la base de données du village et c'est ce photographe qu'il va contacter pour que le photographe vienne couvrir son événement. Lorsqu'il va par exemple vouloir se déplacer pour aller dans la ville de Douala, il va regarder dans la base de données s'il y a un ressortissant de la tontine qui a une agence de voyage et c'est dans cette agence de voyage qu'il va voyager. Et c'est comme ça pour tout. Ça veut dire que ce soit pour les produits agroalimentaires, que ce soit pour l'éducation, que ce soit même pour la santé, les hôpitaux. Ce qui fait donc que l'argent des ressortissants de tout le village tourne non seulement dans la même banque, mais aussi entre les mains des ressortissants du village. Et qu'est-ce qui se passe donc? À la fin de l'année, on fait le bilan consolidé de la banque. On fait le bilan consolidé de la banque, dans laquelle tout l'argent de pratiquement tous les ressortissants du village tourne. Et il y a une partie des bénéfices. Il y a une partie des bénéfices de cette banque qui permet de développer les projets sociaux dans leur village. Ce n'est pas l'État qui construit les routes dans leur village. Ce n'est pas l'État qui construit les écoles. Ce n'est pas l'État qui construit les hôpitaux. C'est avec l'argent de cette banque qu'ils ont amélioré le plateau technique de l'hôpital public qui est dans leur village. C'est l'argent de cette banque qui leur permet de donner des bourses à leurs élèves et à leurs étudiants chaque année. C'est donc par ce principe du communautarisme économique qu'ils ont pu faire en sorte que leur région se développe plus facilement sur le plan économique par rapport aux autres régions. Ce n'est pas parce qu'ils sont plus intelligents, ce n'est pas parce qu'ils sont plus forts, ce n'est pas parce qu'ils sont plus travailleurs, c'est juste parce qu'ils ont décidé d'utiliser le seul moyen reconnu à ce jour qui permet de se développer économiquement, que ce soit de façon individuelle, que ce soit dans une communauté, que ce soit de façon étatique, à savoir le communautarisme économique. Dans la région du Sud, qui est l'une des régions les moins développées du Cameroun d'après cette étude, ce principe ne se met pas sur pied pour une raison simple. C'est que, 1, on ne respecte pas le chef parce qu'il n'a pas d'argent. 2, les principes culturels ne sont pas respectés pour permettre qu'on puisse respecter le chef. 3, la religion. La religion a été très implantée dans la région du Sud. Et la religion, c'est un outil de division. Pourquoi est-ce que la religion, c'est un outil de division? Si vous rencontrez quelqu'un qui est catholique, quelqu'un qui est protestant et quelqu'un qui est dans une église réveillée, et vous lui posez la question, qu'est-ce qu'il faut faire pour aller au ciel? Il va te dire qu'il faut faire ce que nous, on apprend à l'église. Ce que les catholiques font là, ce n'est pas ce que Dieu a demandé de faire. Les protestants vont te dire ce que les catholiques et ceux de l'église réveillée font, ce n'est pas ce que Dieu a demandé de faire. Ceux des églises réveillées vont dire exactement la même chose. Et ce n'est pas fini. Les musulmans vont aussi venir dire que non. Tout ce que vous faites là, ça ne sert à rien. C'est ce que Allah a dit qu'il faut faire. Et quand les gens sont déjà embrigadés dans les religions, ça fait qu'on ne peut plus développer facilement le communautarisme, surtout que nos religions sont différentes. Ça veut dire que quand le catholique va dire à celui de l'église réveillée qu'il faut qu'on fasse le communautarisme, il va dire non, toi d'abord tu es une mauvaise religion, il faut d'abord que tu nous rejoignes avant qu'on puisse le faire. Et ça divise donc et ça effrite la société et ça empêche donc de développer de façon efficace le communautarisme économique. C'est l'une des raisons pour lesquelles la région du Sud ne se développe pas économiquement parce que c'est l'une des régions où le christianisme et plus précisément les religions sont les plus implantées. Ce n'est pas pour rien qu'à ce jour, il y a une guérilla qui se mène contre les peuples de l'Ouest avec la religion. Vous allez remarquer que dans les principales villes de l'Ouest Cameroun, les églises ou plutôt les confréries religieuses s'implantent de façon massive avec des investissements volumineux. Parce que leur objectif, c'est de pouvoir réussir à l'Ouest ce qu'ils ont réussi dans les autres régions pour faire en sorte que ces régions ne se développent pas économiquement. Parce que l'Ouest du Cameroun, c'est l'une des régions où la culture reste toujours ancrée de façon efficace. Et c'est cette culture-là qui permet de faire en sorte que le communautarisme économique se développe et que la région puisse s'étendre économiquement de façon beaucoup plus évidente et de façon plus éclatante. Donc, dans cette première partie, je vais d'abord m'arrêter là pour vous expliquer un exemple de communautarisme économique. Dans la deuxième partie, je vais vous prendre d'autres exemples encore avec d'autres pays et d'autres régions pour que vous puissiez comprendre à quel point le communautarisme économique, c'est le seul moyen de pouvoir s'enrichir dans une communauté et dans un pays. Je suis Claudel Nombissier et je vous donne rendez-vous dans une prochaine leçon.